on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Voilà. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Connectez-vous, connectez-vous. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page. JJ Complet, abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. Pour ne pas rater les vidéos. Voilà, soyons matures. Ne nous comportons pas comme des gamins. C'est très important. Chers parents, chers amis, chers frères. L'incontournable. L'incontournable. Alors, donc, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Partagez le direct dans les groupes, sur vos murs, ainsi que sur vos différentes pages. Partagez le direct, chers parents, chers amis, chers frères. Voilà, et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. Pour tous ceux qui seront satisfaits suite à ce direct, mettez les étoiles en quitté ici. Mettez les étoiles en quitté ici. C'est très important. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez-le. Je ne suis pas obligé de vous dire de partager. Vous-même, vous savez que quand je fais les directs, ce sont des directs qui sont constructifs. Voilà. Donc ici, nous ne venons pas pour injurer qui que ce soit. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous devez déjà même partager le direct parce que c'est un direct qui permet à ceux qui me suivent de comprendre certaines choses en dehors de ce que vous voyez sur les médias mainstream. C'est très important. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez le direct. On va quitter ici. Voilà. Il faut diversifier les trucs, les sources d'information. Il faut diversifier les sources d'information. Ça vous permettra de mieux comprendre. Mais si vous êtes figué sur une seule source d'information, vous allez vous faire berner. Je n'ai pas dit que ici, tout ce que je vous dis, c'est à 100%, vrai, non. Je peux dire certaines choses que vous pouvez contester et aller ailleurs pour voir, pour faire la comparaison et dire, bon, Djégué, là, tu as fait une erreur. Ici, voilà, et rectifier certaines choses. Donc, je ne dis pas qu'avec moi, c'est 100% de vérité. Je peux me tromper, je suis un être humain. Je ne suis pas les médias mainstream qui vous... ces médias qui vous font comprendre que non, ce qu'eux ils disent là, c'est à 100% la vérité. Non, 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 non. C'est pas comme ça que je fonctionne. Voilà pourquoi je mets en garde les uns et les autres pour ne pas qu'ils confondent les choses. Voilà. Donc ici, je peux faire des erreurs parce que lorsqu'on parle, ce sont des analyses qu'on fait ensemble. Et donc, suite à ces analyses, vous pouvez déduire que Djégué, tes analyses que tu as faites ne sont pas à 100% garanties, ne sont pas à 100% vraies. Voici, et vous pouvez contester avec des arguments à l'appui. Dans le cas contraire, si vous pensez que ce que je dis, suite à mes analyses, c'est la réalité, mais vous pouvez approuver. Si vous pensez qu'il y a des erreurs et qu'il y a aussi des vérités, vous prenez ce qui est la vérité, vous laissez ce qui n'est pas la vérité, ce que vous contestez, et allez chercher d'autres sources d'informations pour voir là où vous n'êtes pas d'accord, pour voir est-ce que ce que je dis c'est vrai ou faux. Voilà, c'est de ça que je vous parle. Alors, il est quelle heure? Il est 17h46. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonne fête des mères, à toutes les mamans du monde. Que tu sois enfant, bonne fête à toi parce que tôt ou tard un jour tu deviendras maman. Que tu sois déjà mère, bonne fête à toi. Que tu sois une vieille mère, bonne fête à toi parce que tu as été déjà mère. Maintenant, celles qui ne sont pas encore mères, qui sont jeunes ou bien âgées, peu importe, vous êtes des femmes,
je vous souhaite quand même bonne fête des mères. Tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu vous donne la longévité, la santé, la prospérité, l'amour, la bénédiction, la chance, avec une santé de l'innocent bien garantie. Atia, sur ce, on va aller maintenant sur le terrain. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre et guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme nérien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour démystifier ce qui se passe en Ukraine. Pour finir, je vais m'adresser à mes deux confrères, Zasso Patrick et Johnny Pacheco. Parce que j'ai remarqué ce qui se passe sur la toile entre les deux personnes. Et donc, j'aimerais leur apporter mes conseils. C'est très important. Je n'ai pas dit que je suis le plus intelligent ou que quoi que ce soit. Non, je suis un simple citoyen du monde. Et donc, au nom de cette citoyenneté mondiale dont je fais partie, alors l'incontournable guerre complet a le plein droit de donner son point de vue ou même d'apporter aussi ses petits conseils aux antagonistes qui se matent de façon verbale sur la toile. Et donc, ces antagonistes sont les deux frères ivoiriens, Zasso et Johnny Pacheco. Mais avant d'arriver sur Zasso et Johnny Pacheco, veuillez m'excuser mes frères et sœurs d'aller d'abord faire tout dans le monde. Et le monde, nous savons que le monde est chaud. Alors, les puissances veulent prouver qui a la grosse. Quand je dis la grosse, vous comprenez. Ou bien qui est le meilleur, ou bien la meilleure puissance. Il n'y a plus de débat. C'est-à-dire, les Américains viennent de prouver aux yeux du monde entier que la Russie est la première puissance du monde. Je dis bien, les Américains aux yeux du monde entier viennent de prouver que la Russie est la première puissance du monde. Et qu'en dehors de la Russie, là, il n'y a pas une autre puissance qui possède la première place. D'autres vont dire, mais Dédé, tu délies. Pourquoi tu veux dire que les Américains ont confirmé que la Russie est la première puissance du monde? Oui, ils ont confirmé. Parce que peut-être d'autres n'ont pas prêté attention, mais la géostratégie et la géopolitique et la politique mondiale, chaque parole qui sort de la bouche des uns et des autres, vous devez faire très attention, écouter, analyser et valider. Alors, les Américains ont fait comprendre qu'ils ont décidé de faire une coalition de 40 pays dans le seul but d'affaiblir la Russie militairement. Est-ce que vous comprenez même? C'est-à-dire, pour affaiblir la Russie militairement parlant, la Russie est le seul, l'Amérique est le seul ne peut pas affaiblir la Russie militairement. Et donc, pour que la Russie soit faible sur le plan militaire, il faut une coalition de 40 pays. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que les Américains eux-mêmes, ils reconnaissent que la puissance militaire de la Russie est assez. Parce que quand tu dis un pays est faible, avez-vous déjà vu l'Amérique s'adresser à un autre pays pour dire non, on veut qu'il soit faible militairement, donc faisons coalition? Non. Quand l'Amérique agit, elle agit. Elle ne fait pas de coalition pour dire on veut qu'il soit faible d'abord. Quand il est faible, eux là, leur groupe de l'OTAN, ils agissent immédiatement. Ils agissent immédiatement. Ils ne tapent pas à agir, prendre des avions, des chars, des navires de guerre pour bombarder. Mais dans le cas de la Russie, ils font coalition. Et aux yeux du monde, ils disent qu'ils font ça pour que la Russie soit faible. Pour ne plus que la Russie attaque ses voisins. Mais pour ne pas que la Russie attaque ses voisins, il faudrait que la Russie soit affaiblie militairement. Ce qui veut dire que la capacité de la Russie permet encore à la Russie d'attaquer tous ses voisins qui sont aux alentours.
Parce que militairement parlant, la Russie est puissante, est forte. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que vous voyez sur les plateaux de télé, pour dire non, la Russie est faible, militairement, ça ne va pas. Mais si la Russie est faible, les États-Unis, dont les Européens, ils font confiance parce que les Américains sont les dieux des Européens. C'est-à-dire quand les Américains parlent, les Européens, ils tremblent. Je vous le dis. Ce que les Américains décident de faire, les Européens, eux, ils suivent seulement. Donc, leur grand frère, qu'on appelle l'Amérique, dit que la Russie est forte, la Russie est puissante, et que la capacité militaire de la Russie est telle que, pour affaiblir la Russie, là, il faut une coalition de 40 pays pour aller contre la Russie, armer l'Ukraine, aider l'Ukraine militairement pour affaiblir la Russie. Ça veut dire l'Amérique, elle seule, militairement en aidant l'Ukraine, ne peut pas affaiblir la Russie militairement. Est-ce que vous comprenez? Parce que si c'était le cas là, l'Amérique n'allait pas regrouper tous ces pays qui ont participé à cette conférence de l'Allemagne pour dire, bon, chaque mois, on va se réunir pour aider l'Ukraine afin d'affaiblir la Russie. L'Amérique, elle seule, allait décider d'affronter la Russie. Mais les Américains, ils sont conscients qu'eux seuls, là, ils ne peuvent pas affaiblir la Russie. Ils sont conscients que militairement parlant, eux seuls, aider l'Ukraine, ils ne peuvent pas. Même avec les 33 milliards qu'ils ont débloqués, ça ne peut pas affaiblir la Russie. Et donc, ils disent qu'eux, ils ont donné 33 milliards d'armement et de trucs, d'aide humanitaire, mais les Européens aussi n'ont qu'à donner. Ce qui veut dire, les Européens, eux aussi, ils doivent cotiser des milliards. C'est 33 milliards qui viennent des États-Unis. Ensuite, les Européens aussi, ils doivent cotiser. Donc, s'ils cotisaient toute l'Europe, ça peut aussi atteindre 33 milliards. Donc, ce qui va faire une somme de 66 milliards en armement uniquement. Or, Israël obtient une aide militaire de la part des États-Unis, 3 milliards par an. Mais de la part des Ukrainiens, eux, ils débloquent en même temps 33 milliards. Mais les Africains, quand eux, ils reçoivent une aide du développement de la part des Européens, c'est combien? C'est combien? S'ils ont trop donné, c'est 10 milliards d'aide pour développer l'Afrique, 10 milliards. Ou bien si c'est trop là, s'ils ont trop donné, c'est 20 milliards pour aider l'Afrique à se développer. Mais voici ceux qui donnent 20 milliards, 10 milliards pour développer tout un continent. Ils misent 33 milliards cash en armement. Tout simplement pour affaiblir la Russie. Ça veut dire eux-mêmes, ils sont conscients que l'armée ukrainienne n'existe plus. Ce que vous voyez, on dit l'Ukraine résiste là, c'est du n'importe quoi. Sur le plan militaire, l'Ukraine n'a plus d'armée. L'Ukraine là n'a plus d'armée il y a longtemps. D'autres vont dire, mais Djedje, de quoi tu parles? On dit, mais Poutine voulait prendre toute l'Ukraine. Il a échoué lamentablement. Et donc, ils ont battu les Russes. Hein? Ils n'ont pas pu prendre Kiev. Donc, ils ont échoué. Mais qui est dans la tête de Vladimir Poutine pour raisonner de la sorte? Est-ce que Poutine avait dit qu'il voulait prendre toute l'Ukraine? Il a été clair. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment tordre le cou à l'histoire ou bien au propos ou à une vision d'un individu. Avant de lancer son opération spéciale sur l'Ukraine, il a été clair. Il dit qu'il veut dénazifier l'Ukraine et démilitariser l'Ukraine. Mais la dénazification de l'Ukraine, ça y est en cours. Mais toute cette bande de nazis, là, eux là, ils avaient fait de Mariupol leur base. C'était leur fief. Est-ce que vous comprenez? C'est cette ville-là, on appelle ça bataillon de représailles. C'était leur fief. Donc Poutine, il savait que ces gens-là, ils étaient à Mariupol. Donc quand ils ont lancé les hostilités, la première vision de Poutine, c'était d'encercler Mariupol pour ne pas laisser ces gens-là à s'échapper. Est-ce que ça s'est réalisé ou pas? Oui, ça s'est réalisé. Est-ce que ça s'est réalisé, oui ou non? Oui, ça s'est réalisé. En ce moment où je vous parle, ils sont dans un bunker, ils pleurent. Ils sont dans un bunker.
C'est là-bas ils vivent maintenant. Ils vivent maintenant sous terre. Comme, excusez-moi, mais ils vivent maintenant sous terre. Quel que soit, toute la ville a été libérée. C'est un secteur industriel qui a des bunkers, c'est là-bas, maintenant ils sont cachés. Poutine dit verrouiller l'endroit, faut pas, ils vont sortir. Même, faut même pas une mouche, on va rentrer là-bas et sortir. Tôt ou tard là, ils vont avoir faim. Quand ils auront faim, le gros là, ils vont mettre ça de côté. On dit gros ne mange pas richaud. Ils vont mettre ça de côté, ils vont venir demander l'eau à boire. C'est dans ça là, ils vont les attraper pour les amener truc à la Sibérie. Ils vont aller casser noix de coco là-bas pour Poutine. Ils vont marcher. Donc, vous comprenez? Donc, premier objectif, ça a été atteint. C'est-à-dire, le groupe Azovstal, comme on les appelle, les bataillons de représailles, ont été verrouillés dans une ville qu'on appelle Mariupol. Et en ce moment, ils sont sous terre, dans un bunker. Donc, premier objectif, dénazification. Est-ce que Poutine a réussi? Oui, il a réussi. La démilitarisation, est-ce qu'il a réussi? Oui. La Russie avait réussi déjà à démilitariser l'Ukraine. La preuve en est que si l'aide occidentale ne venait pas, c'est-à-dire si les Occidentaux n'envoyaient pas des avions, des chars de guerre, des missiles, des hommes, l'Ukraine allait prendre quoi pour se battre en ce moment où je vous parle? Parce que la Russie a réussi à démilitariser l'Ukraine. Non seulement les aéroports, les bases militaires ukrainiennes ont été bombardées, détruites, les pistes d'atterrissage, que ce soit avions civils ou militaires, ça a été anéanti. Hier même pour Odessa, la Russie a frappé la base aérienne d'Odessa pour détruire les deux pistes d'atterrissage des avions parce que c'est par là-bas que les Occidentaux passent pour armer. Il y a certaines armes, il faudrait que les avions cargos envoient ça. Donc c'est là-bas. Ils ont bombardé là-bas pour ne plus qu'un avion occidental atterrisse là-bas avec des missiles de haute précision, s'il vous plaît, d'une très grande technologie. Donc ce sont des missiles bastion, c'est-à-dire des missiles côtiers qu'on lance. Vous voyez, vous avez déjà vu les missiles russes là. Ils lancent un missile comme ça avant de prendre un truc, ça fait des flashs de trucs de flammes. Ça retarde un peu et puis après ça va. Voilà, ce sont ces missiles là qu'ils ont pris pour frapper l'aéroport d'Odessa hier. Donc l'Ukraine avait été démilitarisée parce que l'armée de l'air ukrainienne avait été anéantie, c'est-à-dire l'Ukraine avait pris la capacité d'avoir des avions pour survoler, drones, avions de guerre, hélicoptères. La Russie avait bombardé tout ça. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient bombardé tout ça. Les armes, que ce soit les chars de guerre, des obusiers. Quand on dit obusiers, ce sont les chars, les gros chars là. Et puis il y a un gros canon devant comme ça. Voilà, on appelle ça ça lance que des obus, on appelle ça obusiers. Que ce soit les obusiers, des lance-missiles, c'est-à-dire les missiles Grad. Vous voyez des camions sur lesquels il y a plusieurs tubes, de plusieurs trous, 42 trous comme ça. Voilà, on appelle ça des lance-missiles ou des lance-flammes, torses, ou tout ça là. Voilà, la Russie avait détruit tout ça. Et donc l'armée ukrainienne ne pouvait plus faire front à l'armée russe. Mais des gens se demandent pourquoi toujours l'armée ukrainienne résiste. Elle résiste parce que après avoir démilitarisé l'Ukraine, l'Ukraine a crié au secours, au secours. Et les Occidentaux ont décidé de réarmer l'Ukraine. Donc les armes qui sont en Ukraine, qui font la guerre, c'est-à-dire qui font front à l'opération militaire russe, ce sont les armes occidentales. Sinon, l'Ukraine elle-même, ses propres capacités à faire front à la Russie, ça n'existe nulle part. Il n'y a que la Russie capable de faire ça. C'est-à-dire même la Russie est capable de démilitariser même la France. Puissance militaire, la Russie peut démilitariser la France. Si on dit France ou Russie, sans que la France ne demande l'aide de ses alliés pour dire venez m'aider, armez-moi, armez-moi, et qu'on les laisse. Une semaine seulement, la France ne sera plus militarisée, c'est-à-dire la Russie va anéantir
toutes les bases militaires françaises, bombarder, anéantir les armes lourdes de la France. La France, ce qui va rester à la France, ce n'est que les sous-marins. Parce que eux, ils vont rester sous l'eau. Sinon, que ce soit les navires et tout, ils vont anéantir ça. Donc, la Russie a réussi à faire ça à l'Ukraine. Il n'y a que la Russie qui a cette capacité de démilitariser un pays lourdement armé, comme l'Ukraine. Parce que avant même l'opération spéciale, n'oubliez pas que les Occidentaux avaient envoyé des milliers de cargaisons d'armes. Mais c'est à la dernière minute que vous avez vu. Mais avant ça, là, où les gens envoyaient des armes, des avions, par terre, à Kiev, pour déposer les armes, avant ça, depuis 8 ans, depuis 2014, l'Occident armait l'Ukraine de toutes sortes d'armes. Ils ont aidé les Ukrainiens à fabriquer certains missiles, des radars, des missiles anti-aériens et tout. Sur tous les plans, guerre électronique, ils ont aidé les Ukrainiens. Et les Ukrainiens eux-mêmes, ils ont leur propre savoir-faire. Ils ont formé des soldats ukrainiens. Il y a d'autres qui ont été formés à Londres, d'autres au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres trucs en France, d'autres en Turquie. C'est que chaque pays de l'OTAN avait pris des soldats ukrainiens pour les former militairement. Donc, 8 ans de formation militaire. D'autres ont été formés en Turquie. Là. On leur a formé pour savoir utiliser leur drone Bayraktar TB2. Donc, c'est un drone fabriqué par un Turc. C'est-à-dire, ils ont donné des formations militaires sur tous les plans. Mais quand ça a commencé, 3 jours seulement, la Russie a anéanti la capacité de résistance de l'Ukraine. L'Ukraine ne pouvait plus résister. Ce sont les Occidentaux, à partir de ce moment-là, ont commencé à envoyer des armes. Depuis la Pologne, depuis la Roumanie et d'autres pays. Ils ont commencé à envoyer des armes pour ne pas permettre à l'Ukraine de s'effondrer. Parce que si l'Ukraine s'effondrait, le gouvernement ukrainien tombait. Et donc, la CIA a pris le contrôle. C'est-à-dire, vous n'avez pas vu à la télé, ils ont dit comment la CIA a sauvé Zelensky. Ça veut dire lui-même, son armée était maintenant incapable de le protéger. Est-ce que vous comprenez? L'opération qui avait débuté là, si les Occidentaux n'avaient pas intervenu, Zelensky n'allait plus parler sur les plateaux de télé. Il y a longtemps, il est tombé. Ce sont les Occidentaux qui l'ont protégé. Ils le déplaçaient. À un moment donné, quand c'était chaud, il était en Pologne. Ils l'ont enlevé en Ukraine pour l'emmener en Pologne. Et c'est en Pologne, il faisait des vidéos. Parce que c'était chaud. Et quand ça s'est calmé au niveau de Kiev, après, il est rentré en Ukraine et il a fait croire aux gens qu'il était à Kiev. Mais à un moment donné, quand ça chauffait là, il a fui. La CIA et le service de renseignement français, comme la DGSE, ils l'ont enlevé en Ukraine pour l'amener en Pologne. Il y avait des preuves. Donc, il n'était pas en Ukraine. Quand ça chauffait au début, là, il a eu peur de prendre un missile russe sur sa résidence. Ou bien que ça, comment on appelle ça, son bouquin ne soit frappé. Donc, il était en Pologne. Même sa femme est restée. Hein. Sa femme est restée en Europe ici. Parce qu'il avait fui avec sa femme et ses enfants. Maintenant, lui, il est reparti. Il a laissé ses enfants et sa femme ici. Est-ce que vous comprenez? Tantôt, elle s'en va maintenant et puis elle revient. Elle s'en va, elle revient parce que la Russie a laissé un peu Kiev en paix. Donc, elle peut maintenant faire les va-et-vient, va-et-vient. Ce n'est plus la cible des trucs de Poutine. À un moment donné, il voulait l'enlever au pouvoir. Mais après, il a laissé. Il dit, bon, je vais m'occuper de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Donc, c'est ce qui montre la capacité de l'armée russe. Si les Occidentaux... Parce qu'ils vont vous faire croire que non, ceux qui résistent encore là, ce sont les Ukrainiens, c'est du n'importe quoi. Ceux qui résistent encore là, ce ne sont pas des Ukrainiens. Ce sont des soldats de l'OTAN, des milices venus du monde entier, c'est-à-dire des militaires qui sont en exercice ou des anciens militaires qui viennent de 60 pays du monde. Est-ce que vous me comprenez? De 60 pays du monde qui sont en ce moment en Ukraine.
qui font front à l'État russe. Sinon, si on parlait uniquement de l'armée ukrainienne, c'était déjà fini pour les Ukrainiens. Donc, il faudrait que les gens le sachent. Et puis, la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, de la manière les gens veulent nous le faire croire. Parce que, regardez, les chars russes qui vont défiler le 9 mai, là, le 9 de ce mois, là, sur la place rouge, regardez ces chars-là. Et puis, regardez les chars qui sont sur le territoire ukrainien, qui sont là, mener une opération spéciale. Regardez ces chars-là et vous allez constater une très grande différence. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que les chars qui sont sur le terrain en Ukraine, ce sont des chars âgés. Hein? Âgés de 50 ans. C'est-à-dire moi-même là, je n'étais pas encore né. Ces chars-là avaient été fabriqués. Et donc, ce sont des vieux chars de 60 à 50 ans qui sont en Ukraine. Qui font front. Hein? Aux milices et aux patrons de l'OTAN. De 60 pays réunis. Qui font front à ça. Mais les nouvelles armes russes, la Russie n'a jamais utilisé ça. Elle a utilisé uniquement le missile Kinjal pour montrer que oui, elle possède les armes hypersoniques parce que les Occidentaux ne croyaient pas. Quand elle a utilisé ça, leur radar a repéré le missile. 7 secondes après avoir frappé le territoire, c'est-à-dire le missile a frappé d'abord. Et c'est 7 secondes après, le radar dit « Ah, mais c'est quoi qui a frappé ?» Et c'est là maintenant le radar envoie image. Or, le missile avait déjà frappé. Ce qui veut dire que le radar était incapable d'identifier le missile. Et donc, la Russie a montré, eux-mêmes, ils ont validé que, ah oui, c'est un missile hypersonique parce que aucun missile au monde n'a jamais été lancé sans qu'un radar ne puisse repérer ce missile. Il n'y a que le missile russe Kinjal, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, qu'un avion de guerre, le MiG-31, lance le Kinjal depuis le territoire russe, c'est-à-dire depuis la Crimée, et le missile parcourt une très grande distance pour frapper une ville frontalière de la Pologne sans que les radars de l'OTAN ne puissent repérer ce missile qui a survolé tout le territoire ukrainien, qui partait à la limite d'un pays de l'OTAN pour frapper là-bas sans que le radar ne puisse repérer le missile. C'était une boule de feu. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Eux-mêmes, ils ont apprécié ça. Donc, après ça, la Russie n'a plus utilisé d'armes hypersoniques. Elle utilise des vieilles armes. Parce qu'elle sait qu'elle a eu une cargaison d'armes. Ceux qui disent non, ils n'ont plus d'armes, c'est du n'importe quoi. Les armes soviétiques, là, c'est ça la Russie utilise. Parce que les chars soviétiques qui sont là, les soviétiques, l'URSS avait fait beaucoup de trucs de munitions pour ces chars-là. Donc la Russie ne peut pas récupérer ces chars de l'Union soviétique sans aucune munitions. Donc ces chars avaient été récupérés avec des milliers de munitions. Donc ceux qui disent que la Russie n'a plus de munitions, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils ont assez de munitions. Et ces munitions, ils ne savaient pas quoi faire avec. Donc, avec le terrain ukrainien, mais écoute, c'est une manière de s'en débarrasser. Donc, ils utilisent ça pour faire leur opération. Mais là, les munitions de nouvelle génération, ils gardent ça. Au cas où il y a un affrontement entre la Russie et l'OTAN, vous allez voir les nouvelles armes qui vont sortir. Pour le moment, est-ce que la Russie utilise ces armes laser? La Russie n'utilise pas ça. Les missiles S-400 ne sont pas utilisés en Ukraine. La Russie utilise uniquement le Buk, le missile Buk, et puis comme Pansy contre l'Ukraine. La Russie n'a même pas encore utilisé ces missiles S-400, S-500, même le Buk M3. La Russie n'a même pas encore utilisé ces missiles. Le système S-350, mais c'est un système anti-aérien S-350. Il y a S-300, S-400, S-350. La Russie n'a même pas utilisé ces missiles. Et donc, ces missiles sont là. Et puis, ça se passe sur le territoire ukrainien.
Mais elle pouvait dire, bon, j'utilise tout ce que j'ai comme système de défense aérienne pour neutraliser tout. Maintenant, elle n'utilise pas ça. Elle garde ça au frais. Parce que les membres de l'OTAN vont penser que la Russie est faible. Mais c'est le jour J là, ils vont sentir la vraie force de frappe de la Russie. La Russie n'utilise même pas ces drones de nouvelle génération. Je vais parler du drone S-70, le gros drone là, qui est comme un truc, un chauve-souris. Vous avez déjà vu ça? C'est un drone qui coopère avec le S-57, le Sukhoi 57, c'est-à-dire le drone est devant, le Sukhoi 57 est derrière. Le drone, il est conçu pour être indétectable, pour neutraliser, c'est-à-dire neutraliser la défense anti-aérienne. Donc le Sukhoi 57, lui, il est derrière, il coopère le drone. Le drone, il est sans chauffeur. Donc, il est automatique. Lui, il rentre sur le territoire ennemi. Il identifie les défenses aériennes. Et il donne la position, c'est-à-dire les coordonnées, au Sukhoi 57. Et lui, il ne rentre pas sur le territoire ennemi. En dehors du territoire ennemi, il frappe par rapport aux coordonnées que le drone Sukhoi 70 lui a transmis, il frappe. Donc, c'est un drone qui est piloté en même temps avec, c'est-à-dire le chauffeur, c'est-à-dire le pilote du Sukhoi 57. Lui, il est dans son avion et puis il pilote en même temps le drone. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le drone et l'avion coopèrent. Ce n'est plus quelqu'un qui est en bas, qui est dans une maison qui pilote le drone à part et puis le pilote du drone, de l'avion est à part. Non, c'est l'avion lui-même sur son écran. Il pilote son avion et il pilote en même temps le drone. Donc, pendant que le drone part, le drone repère. Puisque le drone, il est conçu pour être invisible, au radar, indétectable. Donc, il vole à haute altitude. Il vole à très haute altitude. Et puis, il fait 2000 km/h. Donc, c'est un drone qui va très vite, qui vole très haut, qui est indétectable et qui rentre sur le territoire ennemi sans que l'ennemi ne sache qu'il y a un drone sur son territoire qui est en train de repérer. Et donc, le Sukhoi 57, lui, il est là. Mais il n'arrive pas dans la zone de défense anti-aérienne. Et il vole très haut et il est aussi indétectable. Donc, les coordonnées que le drone Sukhoi 70 lui transmet, à travers ces coordonnées-là, mais il agit sur ses tirs et puis il bombarde dans l'endroit. Et c'est comme ça que ça se passe. La Russie n'a même pas utilisé ça. Avez-vous déjà vu un Sukhoi un truc sur le territoire ukrainien? Parce que ce que les Ukrainiens utilisent aujourd'hui pour combattre, ce sont les armes que les gens de l'OTAN leur donnent. Qu'on met sur épaule, les systèmes anti-aériens qu'on met sur épaule pour les hélicoptères. Oui, ça c'est normal parce qu'un hélicoptère, il ne peut pas voler très très haut. Lui, il vole très bas pour apporter un appui au sol, aux troupes, des trucs comme les chars ou bien les militaires au sol. Donc l'hélicoptère, oui, quelqu'un qui est dans un immeuble caché avec son missile anti-aérien portatif, il est là sur sa fenêtre, il regarde l'hélicoptère qui passe, attire, il enflamme ça. Et c'est normal que la Russie perde des hélicoptères parce qu'ils ont partagé ces armes-là à n'importe quel Ukrainien. C'est-à-dire ces armes portatives sont partagées partout en Ukraine. Et donc un hélicoptère peut se faire abattre n'importe comment. Est-ce que vous comprenez? Et aussi les Sukhoi 25, les Sukhoi 24, ce sont des bombardiers. Donc quand on dit bombardier, ne faites pas allusion aux gros avions que la Russie a, c'est-à-dire les Tupolev 160. Non, ça ce sont des avions qui portent des missiles à longue portée ou bien des missiles nucléaires pour frapper un territoire ennemi sans que cet avion ne s'approche du territoire. C'est-à-dire, si la Russie veut bombarder par exemple la France, elle peut utiliser le Tupolev 160 qui est un gros bombardier lourd qui pèse, c'est le plus gros avion militaire, le plus gros bombardier du monde d'ailleurs. Donc, cet avion peut rester en dehors même du territoire français pour lancer un missile qui va à 5000 km. Donc, c'est-à-dire l'avion est à 5000 km et il largue le missile qui, lui, il va parcourir ces 5000 km pour frapper le territoire. Or, les missiles anti-aériens, leur zone d'action ne font même pas truc comme 1000 km. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es à 300 km ou 250 km, oui, ils vont te frapper.
Mais dès lors que tu es à 5000 km ou 1000 km d'un territoire que tu veux frapper, les défenses antiaériennes ne peuvent pas frapper l'avion qui va larguer le missile. Soit les défenses vont s'occuper du missile, ou si les défenses antiaériennes ratent le missile frappe sa cible. Et donc, il faut d'autres avions qui vont décoller pour chercher l'avion qui a largué le missile. Or, ces gens d'avions ne partent pas seuls en mission. C'est-à-dire c'est un avion qui est accompagné par un groupe d'avions pour le protéger. Parce que lui, il porte que les missiles lourds, les missiles nucléaires, les missiles à longue portée non nucléaires. Et donc, il faudrait que cet avion soit sécurisé. Et donc, dans l'espace, il peut être sécurisé par 10 avions. 5 à côté, 5 à côté. Et ces avions-là sont là au cas où cet avion se sent menacé. Eux, là, ils vont aller combattre contre l'avion qui va menacer ce gros avion. Pour que pendant que le combat se passe, ce gros avion, lui, il fait demi-tour et puis il se casse. Lui aussi, il file. Il va à 2000 km/h. Donc, vous comprenez? Donc, la Russie a eu une très grande capacité. Et même pour frapper l'Europe, c'est à Kaliningrad. Non, Stalingrad. Ça y est, entre la Lituanie, la Pologne et la Slovénie, c'est un petit pays qui est là-bas. Mais ça appartient à la Russie. Ce petit territoire-là. Mais la Russie a eu une très grande flotte. Elle a des sous-marins nucléaires qui sont là-bas. C'est-à-dire, c'est cette partie-là qui fait frontière avec la Suède. Quand la Suède dit que la Russie a violé son espace aérien, mais l'avion qui a violé l'espace aérien suédois, là, ça vient d'où? Mais ça vient de Stalingrad. Donc, ce sont des avions de renseignement. Pourquoi la Russie va violer l'espace aérien suédois? Parce que la Suède veut rentrer dans l'OTAN. Donc, c'est un avion qui survole déjà pour essayer de détecter les positions militaires de la Suède. Voilà les bases militaires de la Suède. Donc, ce sont des avions de longs rayons d'action. De longs rayons d'action qui survolent pour détecter les bases militaires. Où sont placées leurs bases militaires et tout, leur système anti-aérien. Au cas où il y a une guerre, cet avion qui a survolé le territoire a déjà les différentes coordonnées. Et donc, l'état-major en question, il sait que tel pays a eu une telle base dans tel endroit, dans tel endroit. Donc, c'est le renseignement. C'est un avion du renseignement. Donc, quand ça identifie les bases, ça donne les coordonnées. Et donc, l'état-major en question, à qui appartient cet avion, lui, il a déjà tous les coordonnées. Au cas où il y a truc, il donne l'ordre aux avions militaires, des bombardiers, pour dire, toi, tu es chargé de tel camp militaire, toi, tu es chargé de tel camp militaire, il leur donne les coordonnées. Quand eux, ils prennent leur vol, chaque pilote sait à quelle mission il doit accomplir, parce qu'il a déjà les coordonnées. Donc, il programme le missile. Et il a pu, dans les missiles, il y a des trucs autour, ça marche par GPS, on appelle ça les missiles intelligents. Donc le missile est programmé avec les coordonnées qu'on lui a données. Donc le missile suit les coordonnées. L'endroit où ils ont dit au missile de frapper, mais lui ça va seulement, il frappe douille. Si ce n'est pas une base militaire que l'avion de renseignement s'est trompé, Atia, si c'est une maison civile, les civils ils vont prendre ça sur leur front. Si c'est une base militaire, Atia, ça fait douille, c'est boule de feu qui s'élève. Donc, voici un peu ce qui se passe. Donc, la Russie est la première puissance militaire du monde. Mais vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe en France là-bas. Mais les gens commencent à se révolter. Mais l'inflation en France là-bas, ça est déjà à 5%. Ah oui, ça est déjà à 5% à Tia. C'est-à-dire l'année 2000, comment on appelle ça, 2022 n'a même pas encore commencé. Ce n'est que le début du commencement. L'année n'a même pas encore commencé, ça pleure déjà. Les Français pleurent. D'autres protestent déjà contre les Ukrainiens qui viennent en France là-bas. Qui vont en France là-bas plutôt. Ils disent non, on en a marre des Ukrainiens. Ils prennent tout. On ne veut plus de... Ça n'a même pas encore commencé. Au début, ils étaient chauds. On veut les accueillir. Ouais, c'est l'humanisme. La démocratie, il faut défendre. Ça n'a même pas encore fait truc. Les gens même qui criaient démocratie, eux-mêmes, ils ne veulent plus de la démocratie. Ils disent non, non, on ne veut plus de l'Ukraine. Les Ukrainiens, ils prennent tout.
ils occupent tout, l'État français s'occupe bien d'eux, que les Français eux-mêmes, ils commencent à pleurer. Tout commence à devenir cher là-bas. Aujourd'hui, j'ai regardé à la télé, je vois qu'à Atia, il y a Gbangba en France. Ça se révolte là-bas. Les gens disent qu'ils ont faim, ils ne mangent pas, il y a inflation 5%. Début de l'année, d'ici, ils vont dire 2022 va finir. Atia, inflation là, ça va monter jusqu'à 10%. Ce qui va créer une guerre civile. Or, les Russes, eux, ils ne manifestent pas pour dire on ne mange pas. Est-ce que vous comprenez? Les Russes là, ils ne manifestent pas pour dire on a faim. Vous voyez des Russes manifester en Russie là-bas pour dire on a faim, on a faim. Non, ils sont tranquilles. Pourtant, les gens nous ont fait comprendre que la Russie est un pays pauvre. Et que la Russie avait un budget pareil à celui de l'Espagne et de l'Italie. Et que c'était une puissance pauvre. Mais en réalité, on constate que ceux qui crient matin, midi, soir que la Russie était une puissance pauvre, c'est eux qui commencent à crier dans les rues pour dire ah, on ne mange pas, il y a inflation, ça ne va pas. Atia, c'est sorti ici. Vous savez, Renault, en ce moment où je vous parle, Renault vend ses véhicules qui sont en Russie à 1 euro. Une voiture à 1 euro en Russie. Des gens vont dire, mais Guégué, arrête. Oui, une voiture, parce que vous savez, Renault a 2 grandes usines en Russie. C'est-à-dire, le premier partenaire de Renault en dehors de la France, c'est la Russie. La plus grande usine de Renault, c'est en France. La deuxième grande usine de Renault, c'est en Russie. Donc, la Russie était la deuxième base de Renault. Et Renault a 2 grandes usines en Russie. Une à Saint-Pétersbourg et une à Moscou. Mais suite à la pression et au fanatisme français, pression de trucs Zelensky, et puis c'est lui-même qui identifie les sociétés françaises qui doivent quitter la Russie. Vous comprenez? Et puis les Français, oui, c'est pas normal. Il faudrait que Renault quitte la Russie. Sinon, il faut boycotter Renault. Et donc, le DG de Renault, il y avait assez de pression sur lui. Il dit, lui, il veut partir. Bon. Poutine dit, écoute, tu veux partir, il n'y a pas de souci. Tu veux fermer, il n'y a pas de souci. Mais sache bel et bien que, entre l'Europe et la Russie, là, il n'y a plus de... C'est-à-dire... Les voitures ne peuvent pas quitter la Russie pour aller en Europe. La mer est verrouillée. Il n'y a pas de vol. L'espace aérien est verrouillé. Donc, si tu veux partir, il faut laisser tes véhicules et puis tu te casses. Eux aussi ne veulent pas laisser leurs véhicules comme ça. Et donc, ils disent, bon, on veut partager ça. Mais pour partager là, on veut quand même avoir quelque chose. Il faut ça 1 euro. Les Russes, il ne faut pas voir. Eux tous, dans les usines de fabrication, chacun prend sa caisse. Voiture 1 euro, tu attends quoi pour choisir? Chacun prend sa caisse. Donc, Renault est en train de liquider ses biens en Russie pour venir. Les Russes leur ont dit, mais les machines de fabrication là, vous ne touchez pas à ça. Vous quittez la Russie, vous laissez les machines. Vous pouvez vendre vos voitures à 1 euro et tout. Mais avant de partir, là, les machines restent. Les Russes vont s'en occuper et transformer ça en une autre marque. C'est-à-dire la marque Lada, c'est une marque russe, va prendre possession de cette usine de Renault. Et donc, qui paie? Mais c'est la France qui paie. Mais au même moment, Zelensky, lui, il profite du gaz russe. C'est-à-dire le gaz russe qui passe en Ukraine. Non seulement la Russie paye 2 milliards de dollars à l'Ukraine pour ses droits de passage, des tuyaux, des gazoducs russes, sur le territoire ukrainien, mais en dehors de ça, la Russie donne aussi d'autres gaz à un très bas prix à l'Ukraine. Donc eux, ils profitent de ça. Ils ne coupent pas le gaz, mais ils demandent aux autres de couper tous les liens à la Russie. On appelle ça de l'hypocrisie. Et ce sont ces genres de décisions qui font que la France pleure en ce moment. Inflation. Parce qu'il y a plusieurs usines françaises qui ont cessé, il y a quelques-unes qui sont encore là-bas, mais il y a beaucoup qui ont cessé. Et donc, ça pèse maintenant sur la société française. Et d'autres disent, on n'a qu'à encore sanctionner. Mais ils ne voient pas qu'il faut une politique irréfléchie. Et que cette sanction de l'Union européenne et des États-Unis contre la Russie est en train de détruire les pays européens.
Ce n'est pas seulement la France, hein, il y a l'Allemagne, il y a 4% d'inflation. Du jamais vu en Allemagne. C'est l'inflation qui frappe la France là. La France n'avait jamais connu ça il y a de cela 40 ans. Il y a de cela 40 ans, les Français n'avaient jamais connu une telle inflation. C'est la pauvreté qui commence à s'installer en France. Et les denrées alimentaires à Tia, c'est devenu cher. Moi-même qui vous parle, j'ai la chair de poule. Pour aller faire marcher, même tes yeux deviennent rouges. On dirait mamba vert. Tellement tout est cher sur le marché. On cherche maintenant dans les trucs, dans les rayons où il y a réduction. Ah tiens, sinon rien ne va rester. C'est-à-dire, tout devient cher, le salaire n'augmente pas. Tu as payé maison ici. Oh, gaz même, on n'en parle pas. C'est-à-dire, pour préparer pour manger là. Fin du mois arrive, on te donne une facture, tu as vertige en même temps. Tu dis, mais c'est gaz. C'est-à-dire, tout est cher et puis on fait couper gaz russe. Je me demande s'ils réfléchissent. Je me demande, c'est-à-dire, l'homme occidental, il prend des décisions qui nuisent à ses propres intérêts. Mais je ne sais pas si c'est Dieu qui est en train de les châtier, mais ils prennent des décisions bêtes, qui les nuisent eux-mêmes. C'est comme s'ils ne voyaient pas clair. C'est comme s'ils ne voyaient pas clair. Aux États-Unis même, ils connaissent aussi l'inflation. D'où les Américains ont dit, bon, si Poutine arrête la guerre tout de suite, on va lever toutes les sanctions. Et on va demander à nos partenaires européens de lever les sanctions. Poutine dit, gardez vos sanctions, je n'en ai rien à foutre. Tant qu'il y a la guerre, l'argent rentre en Russie. Vous savez que la Russie a gagné en 2 mois 35 000 milliards de francs CFA. Est-ce que vous savez ça? 2 mois, 35 000 milliards. Ce qu'un pays africain ne peut pas faire. Je mets quel pays africain aujourd'hui où je vous parle qui peut faire un bénéfice de 35 000 milliards en 2 mois? Même la Côte d'Ivoire, qu'on dit, ça est parmi les meilleurs pays. En matière de quoi là, je ne sais pas si c'est PIB ou bien quoi là. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire un bénéfice de 35 000 milliards en 2 mois. La Russie a fait ça. C'est-à-dire la Russie a obtenu 60 milliards. 60 milliards de dollars en 2 mois dans cette guerre-là. Ah tiens, comment la Russie peut se ruiner? C'est-à-dire, avant la guerre, la Russie ne gagnait pas comme ça. Ne gagnait pas un tel bénéfice. Avant la guerre, la Russie ne gagnait pas un tel bénéfice. C'est-à-dire, la Russie était dans les 40 milliards de dollars. 2 mois, la Russie gagnait 40 milliards. Mais depuis que la guerre est en cours, la Russie fait 60 milliards de dollars. Ah tiens, c'est 20 milliards de plus. Mais quand Poutine, lui, voit ça, il dit, ah, mais je maintiens la guerre. Mais c'est clair. C'est-à-dire, les Occidentaux ne comprennent rien. Eux, ils disent sanctions, mais quand vous mettez sanctions, le prix des hydrocarbures, ça monte. L'énergie monte. Et Poutine, lui, l'argent rentre dans ses caisses. Donc, quel que soit ce que vous dites, on va sanctionner, on va ruiner son économie. Lui, il gagne bénéfice, il n'en a rien à foutre. Sans compter même le blé, hein, je ne sais pas combien il a gagné. C'est-à-dire, ça, c'est le gaz uniquement. Hein. C'est le gaz uniquement. 60 milliards de dollars. Mais ajoutons le blé, ajoutons les autres produits dont les prix ont augmenté. Poutine, il gagne combien? Et donc, dans cette guerre-là, il sait que tant que la guerre y est, mais tant que le prix du pétrole est élevé, le prix du gaz, mais ça bénéficie à la Russie parce que c'est la Russie qui livre à l'Europe, qui livre à la Chine, à l'Inde et d'autres pays. En dehors de ça, il y a d'autres pays, même africains, qui payent. Et donc, du coup, les Russes, ils sont heureux. Ils disent, tant qu'il y a la guerre, donc, voilà pourquoi il ne lance pas. Vous comprenez sa stratégie. Pourquoi il ne prend pas ces zones-là en même temps? Et puis, il va petit à petit. C'est une manière aussi de ruiner les Occidentaux. Est-ce que vous comprenez la stratégie de Poutine? C'est moi. J'ai réfléchi, j'ai compris maintenant. Pourquoi les gens disent que non, la Russie, quand on dit deuxième puissance mondiale, pourquoi elle n'arrive pas à prendre? Oui, c'est aussi une stratégie. Poutine dit les opérations spéciales se déroulent telles que prévues. Mais eux, ils ont prévu quoi? Sinon, pour prendre le truc, le Donbass là, Poutine peut mobiliser une très grande partie de son armée. Mais ceux qui sont là-bas, c'est 150 000.
Poutine peut dire, bon, je mobilise 500 000 hommes. Je mobilise encore 300 000 chars, 1000 avions. Je veux prendre le Donbass le plus tôt possible. Et mais ça sera un déluge de feu complètement. Mais ceux qui sont là-bas, ils vont fuir. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il va petit à petit. Et petit à petit, chaque jour qui passe, il prend quelques trucs, quelques terrains. Il avance, son armée avance, mais petit à petit. Pourquoi il le fait? J'ai compris. Il le fait parce qu'il veut faire craquer les Occidentaux. Il veut faire dépenser les Occidentaux. Il veut que l'Occident se ruine. Parce que tant que la guerre continue, non seulement la Russie gagne de l'argent en hydrocarbures, oui, le gaz, le pétrole, c'est bien payé, ça le prix est élevé, et donc la Russie ne paie pas. La Russie ne paie pas. Non seulement la Russie va financer son industrie militaire et financer ses projets qui étaient en cours. Mais en dehors de ça, en dehors de ces projets-là, la Russie a un autre truc au projet, a une autre vision. Le fait de ruiner les Occidentaux. C'est-à-dire les Occidentaux vont cotiser. Tant que cette guerre continue, ils seront obligés de financer l'Ukraine en argent. Ils vont financer l'Ukraine. Donc qui dépasse beaucoup d'argent? Mais ce sont les Occidentaux. Puisqu'ils vont dépenser beaucoup d'argent pour payer de l'énergie. La Russie détruit les trucs de pétrole en Ukraine, bombarde les trucs gaziers en Ukraine. L'Ukraine a besoin de pétrole, n'a pas les moyens, n'a pas d'argent. Donc ceux qui financent ça, ce sont les Européens. Ils sont obligés de taper dans leur porte-monnaie pour aider les Ukrainiens à avoir du pétrole, c'est-à-dire carburant, essence, tout ça. Parce que pour mettre du carburant dans les chars, il faudrait que les Européens les aident. Mais pour les aider là, il faut payer ça dans la main de Poutine. Donc c'est encore un gros... Poutine vend son pétrole aux Européens. Eux, ils payent ça à un prix cher. En retour, les Européens, au lieu de vendre ça aux Ukrainiens, puisque l'Ukraine n'a pas d'argent, l'Ukraine vit maintenant dans une histoire d'aide internationale. Donc les Européens, ce qu'ils payent dans la main de Poutine, ils s'en vont donner ça aux Ukrainiens. Et Poutine, il bombarde ça. Il détruit ça. Et puis il dit, venez payer. Donc, ça ruine qui? Mais ça va ruiner les Européens. Est-ce que vous voyez la stratégie? Et les industries militaires de l'Europe, mais ça va détruire ça. Parce que les Européens vont livrer des matériels de guerre à l'Ukraine. En retour, l'Ukraine n'a pas d'argent pour leur donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'État qui va payer ces armes livrées à l'Ukraine dans la main des sociétés de fabrication d'armes. Ce qui provoquera un vide dans les caisses des différents États européens. Ce qui va faire que, voilà pourquoi déjà en France, les gens crient déjà inflation, mais ça vient d'où? Mais inflation, oui, inflation parce que la France en finance et rien ne rentre en retour. Donc ils vont pleurer. Et c'est ça, Poutine a. Eux, ils ont un objectif pour affaiblir la Russie. La Russie aussi a un objectif. Faire doucement la guerre pour faire dépenser les trucs les Européens. Mais l'Amérique qui donne 33 milliards d'aide militaire et tout. Mais si ça continue comme ça, les Américains, ils vont s'affaiblir économiquement parlant. Et comment on appelle? La Chine va prendre la relève. Ça bénéficie à la Chine. Parce que les Américains, ils envoient des armes. La Russie bombarde ça. Ils vont encore demain. On fait encore à 100 milliards. Ils vont donner. La Russie va bombarder les matériels. À 100 milliards. Mais les caisses américaines vont se vider. Mais ça va se vider. Donc la Russie ne finance pas le régime ukrainien pour dire, bon, on vous donne des milliards, faites la guerre. Non, non, non. La Russie fait truc doucement. Et pousse les Européens à se vider les caisses. Les pousse, parce que les chars que les Européens envoient là, mais ils puisent dans leurs réserves. Et ce sont des armes que les Européens avaient fabriquées. Au cas où leurs pays sont attaqués, ils allaient utiliser ça. Mais ils préfèrent prendre ces armes pour donner ça à l'Ukraine, envoyer ça à l'Ukraine pour faire une guerre de façon interposée à la Russie. Donc ils perdent leurs armements. En retour, ils sont obligés d'aller payer pétrole, gaz dans la main des Russes. La Russie leur vend sa chair. Les caisses en Russie se remplissent. Donc vous voyez à quoi joue Poutine. Voilà pourquoi il fait doucement la guerre. Doucement. Si la guerre dure, vous allez voir les Européens, ils vont craquer. Ils vont dire on ne veut plus soutenir les Ukrainiens. On préfère les négociations. Ah oui, Poutine il n'est pas gaou. Hein. S'il voyait que ça allait ruiner la Russie là,
Mais vous pensez que quoi? S'il pense que ça allait ruiner la Russie, il allait tout de suite arrêter les opérations pour dire, bon, cette partie où j'ai conquis, mais ça me va droit au cœur. Et négocier encore pour prendre encore du temps, pour dire à l'Ukraine, il ne faut pas rentrer dans l'OTAN. Si tu veux encore rentrer dans l'OTAN, je serai encore obligé de lancer une deuxième phase des opérations militaires pour occuper encore d'autres villes. Mais non, 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 non. Lui, il ne veut pas s'arrêter. Il fait doucement. C'est une manière d'affaiblir les pays européens. Vous verrez les mois à venir. Il y a des gens qui vont sortir en Europe, manifester, crier dans toutes les rues européennes parce que leurs populations n'auront plus de quoi manger. Tout va devenir cher parce que Poutine est en train de les ruiner de façon intelligente sans que les Européens ne s'en rendent compte. Et ceux qui font cette même analyse que moi, vous avez compris. Ceux qui n'ont pas encore vu ça, pareillement, mais c'est ça. Donc Poutine va gagner cette guerre face à l'Occident. Guerre économique, hein? Je parle de la guerre économique parce que c'est déclaré. Et chacun use de son intelligence pour affaiblir l'autre. Voilà que Vescott, il me rejoint. Les Occidentaux ne voient pas le piège dans lequel Poutine les tire. C'est un piège. Et puis eux, ils pensent que non, c'est une victoire de l'Ukraine. C'est du n'importe quoi. Les opérations vont doucement. Poutine a les moyens d'accélérer les opérations. Il a les moyens d'accélérer les opérations. Mais il fait doucement pour puiser les Occidentaux. C'est-à-dire il va vider les armes. La France a combien de canons César? Les canons César dans l'armée française sont au total 80. Bon, la France veut amener, je ne sais pas, 20 canons César. Donc dans 80 là, si on enlève 20, il reste combien? Mais il va rester 60. Mais 60 là, les 20 là, qui va payer ça? L'Ukraine n'a pas d'argent. C'est l'État français encore qui va payer ça dans la main de la société française qui fabrique ces armes. Et donc, ce qui va faire que les caisses de l'État français vont se vider. Puisque l'argent ne va pas venir de l'extérieur pour remplir. Eux, ils attendent, quand ils vont dire, bon, ils vont reconstruire l'Ukraine, l'Ukraine va leur rembourser leur argent. Mais Poutine, il n'est pas gaou. Lui, il va doucement. Tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas de reconstruction. Et donc, tant qu'il n'y a pas de reconstruction, mais l'argent va se vider. Et leurs armes qu'ils avaient conçues pour combattre la Russie ou l'Iran, mais à un moment donné, ils vont vider. Mais les Américains eux-mêmes, ils ont reconnu. Ils ont dit, leurs missiles en Stinger et tout, il n'y en a plus beaucoup. Ils ont même convoqué une réunion pour dire au gouvernement que les missiles anti-chars, l'Amérique n'a plus ça dans les réserves. Donc les sociétés là n'ont qu'à fabriquer ça. Mais c'est qu'ils ont envoyé, Poutine a tout détruit. Ils vont fabriquer, ils vont encore envoyer, il va détruire. Non seulement Poutine montre que l'industrie de l'armement occidental, c'est du n'importe quoi, ce n'est pas de bonne qualité, parce qu'aux yeux du monde, c'est ça. Hein. Ce n'est pas de trucs de bonne qualité. Et Poutine utilise ça aussi pour affaiblir les Occidentaux, économiquement parlant. Vous verrez, la Chine va devenir forte, l'Inde va devenir forte, et les autres pays vont devenir forts. Non, Poutine ne va pas tomber. Poutine a fait voter une constitution en Russie qui fait qu'on ne peut pas même le destituer. Et puis les gens de l'Assemblée nationale, de la Douma, là, eux tous ils sont pro-Poutine. Hein? Eux tous ils sont pro-Poutine. Hein? Et les opposants ils sont peu. Et puis ceux qui sont aux alentours de Poutine, ce sont les amis de Poutine. Ils ont travaillé ensemble au KGB. Il n'a pas pris n'importe qui. Ceux qui sont aux alentours de lui, là, c'est des gens qui ont travaillé avec lui. Donc, quand il a été élu président, il allait ramasser ses amis, il dit, parce que c'est la confiance. C'est la confiance. Et autour de lui, là, il y a des votes en guerre. Il y a des gens qui ont des crânes brûlés. Vous ne voyez pas la télé russe. Et il y a des gens qui ont crâne brûlé. Il dit, il faut frapper l'Occident. Poutine dit non, allons-y doucement. Doucement. Et donc, parmi les Russes là, qui sont autour de Poutine, il y a d'autres qui ont crâne brûlé. Parce que les Occidentaux, ils rêvent. Ils se disent, si Poutine tombe, lui qui va venir, il va faire que la Russie va être faible.
il va faire que bon, eux, ils vont envahir. Mais c'est du n'importe quoi. Si Poutine tombe et que c'est un ventre en guerre qui prend le pouvoir, mais le monde sera dans un chaos total. Parce que les Russes que moi je vois à la télé, les Russes même qui font, même on les interviewe dans les rues, ils disent non, il faut déclarer une guerre nucléaire à l'Occident. Ah oui, la majeure partie, et puis les élites parmi eux là, il y a des gens, il faut déclarer la guerre nucléaire à l'Occident. Donc, ce qui veut dire au sein de l'État russe, il y a des gens qui sont des vats en guerre. Poutine, lui, il est modéré. C'est quelqu'un qui est très modéré. C'est quelqu'un qui sait contrôler ses émotions. Mais il y a d'autres, eux là, ils ne savent pas ce que c'est qu'une émotion. Quand l'émotion vient, ils pensent que voilà, il faut aller, il faut aller. Donc, les Occidentaux font n'importe quoi. Il faut un faux calcul. Si Poutine tombe et qu'un vote en guerre prend le pouvoir, ils vont regretter Poutine. Ils vont dire, ah si c'était Poutine, ça n'allait jamais arrivé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Européens n'ont qu'à faire très attention. Parce que vouloir la mort de Poutine, ils ne savent pas qui peut remplacer Poutine. Et si c'est quelqu'un qui est très vote en guerre, un débile, qui prend le pouvoir, il va mettre une arme nucléaire au sein de l'Ukraine pour détruire, déclencher, parce que lui, il va penser que bon, tout le monde n'a qu'à mourir en même temps. Il sait que la Russie va être aussi détruite, mais il va dire, on est mort. Et puis, il va faire assez de dégâts. Et donc, faites attention. Poutine, je pense que il n'est pas un vote en guerre que ça. Et avec lui, il faut négocier. Parce que si c'est quelqu'un d'autre, les négociations seront encore pires. C'est de ça que je refuse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les Européens, au début de cette opération spéciale, ils avaient confisqué 300 milliards de la Russie. Les biens de la banque centrale russe, ils ont confisqué ça. Et ils ont lancé une chasse à l'homme envers les oligarques russes à travers le monde pour confisquer leurs biens. Bon. Hier, le président de la Douma, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale russe, on appelle ça Douma, il a décidé, il a dit, bon, ils ont fait voter une loi. Comme quoi, les investissements occidentaux qui se trouvent en Russie, les sociétés occidentales qui sont en Russie, si jamais l'Occident confisque les biens des oligarques et tout, la Russie doit confisquer 500 milliards des sociétés occidentales qui se trouvent en Russie en ce moment pour redonner ça aux oligarques. Et donc la Russie interdit aux sociétés étrangères occidentales, c'est-à-dire qui font partie des pays hostiles envers la Russie, d'expatrier quoi que ce soit qui leur appartienne, qui se trouve sur le territoire russe. C'est-à-dire, la Russie leur interdit d'enlever l'argent. Tout ce qu'ils gagnent en Russie, là, ça doit rester en Russie. Tant que cette affaire n'est pas clarifiée, pour dire que les Occidentaux ne vont pas confisquer les biens des Russes et qu'ils ne vont pas redonner ça aux Russes, alors tout ce qu'ils gagnent là-bas, là, ça ne doit pas sortir de la Russie. Donc la Russie contrôle ça. Au cas où les Occidentaux ne veulent pas donner l'argent des Russes et qu'ils ne veulent pas donner les biens des élites russes qui se trouvent en Occident, la Russie se réserve le droit de confisquer tous les biens, c'est-à-dire tous les investissements et tout ce qui est bien des pays occidentaux. La Russie décide de prendre 500 milliards dedans pour se faire justice elle-même. Donc voici où l'affaire là est à terre. Ah, donc c'est 700 milliards de dollars, voilà. Donc la Russie a décidé de mettre main sur 700 milliards. Donc il reste 300 milliards, ça va faire 1000 milliards. Est-ce que vous comprenez? Donc vous comprenez où ça va? Donc les Occidentaux pensaient qu'ils avaient déjà gagné. On confisque 300 milliards de la part de la Russie. Les élites russes, à quoi ça ils veulent vendre Kelsey? À quelqu'un dont ils ont arraché ça à Abramovich. Mais tout ça, Poutine dit, si tout ça là c'est vendu, et que, c'est-à-dire Kelsey, ils arrachent Kelsey à Abramovich, ils vendent ça à quelqu'un d'autre, et qu'Abramovich n'a plus le contrôle sur son club Kelsey, et que d'autres oligarques, on arrache leurs biens, Poutine dit il va confisquer 700 milliards appartenant aux Occidentaux, et puis il va dire à Abramovich, ton club là, ça t'a coûté combien? Ça t'a coûté combien? 2 milliards? Tiens, 2 milliards. Ou bien, c'était 10 milliards? Tiens, 10 milliards. Et sur tes lames, il faut
il faut payer un autre club, ou bien il faut construire un autre club. Toi, c'était combien? Toi, c'était combien? Voilà. Et donc, il a envoyé un message faux aux Occidentaux. Donc, les Occidentaux, ils comprennent en ce moment que ils avaient dansé vite et que Poutine n'avait pas encore dit son dernier mot. Vous savez, les Occidentaux, ils parlent vite, mais la Russie prend du temps avant de réagir. Parce qu'elle calcule. Elle calcule pour que ses prises de position ne puissent pas nuire à ses propres intérêts. Est-ce que vous comprenez? Donc les Occidentaux, ils ont beau crier, on va faire ceci, on met la main sur ça, on met la main sur ça. Mais quand cette guerre va finir, c'est-à-dire cette opération spéciale va finir, ils vont redonner tous les biens des Russes. Dans le cas contraire, Poutine leur prend au moins 700 milliards. Or, ce qu'ils ont bloqué, qui appartient à la Russie, ne vaut même pas 500 milliards. Ce qui appartient à la Banque centrale, c'est 300 milliards. Maintenant, les élites russes qui sont en Occident, leurs biens, qu'on additionne ça à eux, pour les Russes, ça ne fait même pas 700 milliards. Donc, si eux, ils veulent le confisquer, au moins 500 milliards, mais Poutine, lui, va confisquer 700 milliards. Parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas suivi. Le chancelier allemand, il avait voulu nationaliser Gazprom. Parce que Gazprom, c'est la société de distribution de gaz en Europe qui appartient à la Russie. Le chancelier allemand voulait nationaliser ça pour que Gazprom devienne une compagnie allemande. Poutine a été clair. Il dit, mais faites attention, parce que si vous apprenez à Gazprom, parce que la France était agitée, Poutine a fait comprendre à la France que la France a 5000 sociétés sur le territoire russe. 5000 sociétés. Et le premier partenaire européen, c'est la France en Russie. Donc Poutine a fait comprendre à Paris que vous avez 5000 sociétés ici, des grandes sociétés. Poutine a fait comprendre en Allemagne qu'il y a des sociétés allemandes. Donc si Gazprom est confisqué ou nationalisé, une entreprise allemande, Poutine a fait comprendre qu'elle va nationaliser toutes les entreprises européennes qui sont sur le territoire russe. Ils ont reculé en même temps, ils ont dit non, cette option n'est pas bien. Ils n'ont plus parlé de ça parce qu'ils ont vu une menace directe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Total qui est investi dans une compagnie pétrolière russe, la Russie va confisquer, que ça soit un truc Peugeot, non, Renault, ça a déjà commencé, que ce soit d'autres compagnies, il y a plusieurs compagnies. Donc, les Européens vont perdre le contrôle de toutes ces compagnies au nom d'une seule compagnie russe. Ils ont abandonné en même temps l'idée. Donc, c'est des gens, il faut un rapport de force pour qu'ils comprennent. Il faut un grand rapport de force pour qu'ils comprennent. Si ils n'avaient pas de biais, si Poutine ne les avait pas menacés, ils allaient confisquer Gazprom. Hein. Il leur a menacé que non seulement je vais prendre la possession de toutes les compagnies européennes qui sont en Russie, et si Gazprom est confisqué, je coupe le gaz immédiatement sur le territoire russe envers l'Europe. Quand ils ont attendu ça, ils ont abandonné cette idée-là. Ils ont dit non, n'allons pas sur ce terrain parce qu'il est capable de le faire. Ils ont reculé. Donc voilà pourquoi Gazprom règne toujours en Europe. Sinon, il y a longtemps, ils allaient prendre position de ça. Non, ceux qui ont investi là-bas, maintenant, premier partenaire en matière d'énergie, c'est l'Allemagne. Faites très attention. En matière de trucs, premier partenaire, ça ne veut pas dire ceux qui... Je parle des sociétés qui ont beaucoup investi en Russie. Ce sont les sociétés françaises. Maintenant, premier partenaire en matière d'énergie, c'est l'Allemagne qui a investi beaucoup dans l'énergie russe. Voilà pourquoi Gazprom se trouve sur le territoire allemand. Voilà, donc c'est de ça que je parle. Alors, je quitte maintenant le côté ukrainien. Je viens sur le côté Zasso et Johnny Pakego. Mes frères Zasso et Johnny, vous savez, dans la vie, on est bébé. À un moment donné, on s'assoit. À un moment donné, on fait les 4 pattes. On grandit. Et on devient papa aussi. Une maman. C'est ça la vie. Je sais que toi, Johnny, tu as eu une femme.
Zasso aussi, de son côté, il a eu une femme. Vous êtes père de famille. Vous n'êtes plus des enfants. Vous êtes des experts de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous savez comment on fait des vidéos. Vous êtes des maîtres en matière de vidéos. Vous avez des arts chacun de vous. Moi, ce que je vous conseille, parce que j'ai vu certaines vidéos de vous, l'autre dit, dans le cœur, il est probabo. Mais c'est à cause de l'argent, il a rejoint le RADP. L'autre dit, ta mère ceci. Que si je te vois, je vais te casser la mâchoire. Bon, des menaces, des injures, des dénigrements de part et d'autre. Moi, je vous conseille, en tant que frère africain et frère ivoirien, de mettre balle à terre. Ce n'est pas la peine de vous insulter. Ce n'est pas la peine de vous insulter. Les politiciens, ils sont là. Les politiciens, là, ils sont là. Et leurs familles, ils ont déjà construit leur vie. Leurs familles ne vont plus jamais connaître la misère sur cette terre. Si elles ont bien géré les biens que ces politiciens vont leur léguer demain. Donc ces politiciens-là, ils ont déjà tout eu. Nous qui sommes enfants de poignons, faut pas, on va se mettre dans une posture de combattants, des gens qui luttent pour le bien-être de tel politicien ou de tel politicien. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, si un politicien vous demande de venir pour être à ses côtés, évitons les injures, évitons de dénigrer ceux qui ne nous ont pas appelés, ceux qui ne sont pas de même bord politique que nous. Mais parlons de ce que ceux qui nous ont appelés là, c'est qu'ils ont fait, leurs exploits sur le terrain. Mettons ça au devant. C'est-à-dire, apportons la lumière de ce qu'ils ont fait de bien qui est positif là. Mettons ça au grand jour pour convaincre le peuple. Pour convaincre quelqu'un, on n'a pas besoin d'insulter. On a besoin d'une stratégie de communication, mais que ce soit une stratégie positive. Moi, que vous voyez, hier, j'étais aussi dans les injures. Hier aussi, je me comportais comme un voyou sur les réseaux sociaux. À un moment donné, les gens me traitaient de fou. Des gens disaient que oui, il n'est pas sérieux. Mais arrivé à un moment donné, j'ai compris que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est un art que Dieu a donné à chacun de nous. Mais ce temps-là, nous devons utiliser ce temps de façon positive pour ne pas blesser qui que ce soit. Donc moi, je vous demande, vous faites partie d'un seul bord politique qui est le RADP. Attendez-vous. Peut-être, vous faites partie d'un seul bord politique, mais les personnes qui vous soutiennent diffèrent. Peut-être il y a un ministre qui soutient Zasso, un autre qui soutient Johnny Pakeko. Et donc chaque ministre cherche son positionnement. Et ce qui fait que vous, vous qui êtes les cyberactivistes de ces différents ministres, vous êtes obligés de vous clasher sur la toile. Ce n'est pas bien. Peut-être ceux qui vous soutiennent, si la personne, l'un d'eux veut se faire une place au soleil, mais qu'il vous démontre ce qu'il a fait, vous utilisez ce que ceux qui vous soutiennent ont fait sur le terrain et vous mettez ça au devant avec des preuves à l'appui. Le peuple sera convaincu et le peuple dira, ah, lui là, vraiment, il est sérieux, voici ce qu'il a fait sur le terrain. Ah, tiens, même si on n'est pas de même bord politique, on l'aime, il est bien. C'est comme ça. Donc moi, je vous demande humblement et sagement de laisser ce bras de fer, de laisser ces injures, de laisser cette histoire de confrontation. Et attendez-vous en tant que frère, frère africain, frère du monde et frère surtout ivoirien. Attendez-vous, ne vous déchirez plus. Mettez balle à terre. Les réseaux sociaux sont vastes. C'est un monde. Facebook est un monde. Chacun a sa caméra. Chacun n'a qu'à parler de ses sujets pour convaincre son public. Chacun n'a qu'à parler de son sujet pour convaincre son public.
et évitez de vous insulter. Évitez de vous injurer. Ce n'est pas la peine de rentrer dans des buzz qui ne servent à rien. Respectez-vous. Respectons-nous vivants. Vous êtes des pères de famille, vous avez des femmes, vous avez des enfants. Respectez-vous s'il vous plaît. C'est ce petit conseil que je voulais vous apporter. Et je demande aussi aux autres cyberactivistes de se respecter. Que tu sois pro-Gbagbo, pro-Alassane, pro-Soro, pro-Blé Goudé, pro-Afi, pro-Bédié, je vous demande d'éviter les guéguerres entre vous. Évitons les guéguerres. Si tu penses que c'est le RADP qui est ton meilleur parti politique, parle bien de ce que le RADP a fait pour le pays. Ce que le RADP a fait pour le peuple. Parle de ça et mets ça en valeur. Si tu penses que c'est le FPI qui est le meilleur parti pour toi, parle bien de ce que le FPI a fait pour le pays. Pour ce que le FPI a fait pour le peuple ivoirien. Tu penses que c'est le PPACI qui est le meilleur parti pour toi. Parle bien de ce que le PPACI fait pour le pays et de ce que le PPACI fera pour le pays. Pour le peuple ivoirien. Je dis fera parce que le PPACI n'a jamais été au pouvoir. Voilà, c'est un nouveau parti politique. Voilà pourquoi je parle fera. Et donc, si c'est le PDCI, parle bien de ce que le PDCI a fait pour le pays et ce que tu penses que le PDCI peut faire pour le pays. Parlons de tout ça. Si tu aimes Soro, dis ce que Soro Diom a comme vision pour le pays. Et une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il fera pour le peuple? Tu es fan de Charles Blé Goudé. Mets en valeur les idées de Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour le pays? Et qu'est-ce qu'il fera pour le peuple ivoirien? Parlons de tout ça et évitons de nous massacrer verbalement. Ça ne sera rien. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le monde et vive l'Afrique. Ciao.